Et puis, il y a par ailleurs des situations où les nouvelles technologies viennent nous apporter des réponses nouvelles dans les pratiques. Ce matin, on avait l'exemple de la communication et de ses effets sur la pratique de la voile, où elle est susceptible, là, cette nouvelle technologie, d'instrumentaliser, ou bien de nouvelles technologies sont susceptibles de transgresser. C'est l'exemple des oreillettes ou du routage, pour prendre des exemples de ce matin, où effectivement cet apport bouleverse la pratique. Et pour citer un auteur célèbre, Gilda Loiran, on s'attaque là, on touche la foi. Ouais. Dans le premier cas, il me semble, je vais un peu vite peut-être en conclusion, il me semble que dans le premier exemple que je cite, c'est l'athlète qui doit être en situation de veille. C'est lui qui, effectivement, à un moment, c'est Christian Gou qui nous dit j'ai toutes les réponses sur mon écran, à un moment, il faut quand même que j'aille mettre le nez dehors pour effectivement avoir la réalité. Dans le deuxième cas, et il me semble que c'est seulement là qu'on voit apparaître l'autorité sportive, l'institution sportive, c'est qu'elle sort du bois pour effectivement dire voilà quelles sont les tables de la loi et voilà comment je... Et donc pour terminer, l'autorité sportive ou le pouvoir sportif, et notamment hier après-midi, j'ai tendance à penser qu'elle s'intéresse assez peu, l'exemple des labels des écoles de football, où on nous dit, non, pas... l'exemple de la filière FFSA, où le travail qui a été fait apporte des éléments nouveaux de connaissance, n'est pas repris par la FFSA. Ou alors, donc, si elle intervient, c'est effectivement pour censurer. Paradoxalement, c'était... dans les interventions hier, c'était l'Association française de lutte contre les myopathies ou le secteur hospitalier qui se montrait effectivement intéressé par les apports en technologie. Voilà, j'ai dépassé mon temps de parole, mais voilà ce que ça m'inspirait. Le point clé à retenir, Jacques, selon toi? Alors, un point clé. Non, moi je suis bien en peine pour faire ça. J'ai retenu des couples contraintes, créativité, singularité, enfin normes, singularité, rationalité et d'un autre côté subjectivité, intuition. J'ai retenu aussi cette idée de quelle doit être la place de la technologie, quelle doit être la place de l'humain ou de l'homme dans la performance. Donc en fait, ce qui me semble structuré, pour ce que m'a fait le plus réfléchir dans ces 2 jours, c'est vraiment cette distinction entre la technique contre ou pour l'homme et comment l'homme peut exprimer sa créativité ou en tout cas libérer ses forces créatives, je ne sais plus comment disait Jean-Paul Roux tout à l'heure, grâce à la technologie. Bref, c'est cette tension permanente, et je crois que ce qui est au cœur de ce débat, il me semble en tout cas, c'est la question, et là je rejoins complètement Gilda, la question de l'appropriation, mais au sens d'une appropriation de la technologie pas au sens commun de ce terme, mais au sens un petit peu, si je prends la métaphore du tennisman qui a la sensation de toucher la balle, d'un toucher de balle grâce à sa raquette, mais qui ne sent plus sa raquette. La raquette, c'est le prolongement de son corps, c'est le prolongement de son bras, sa raquette est incarnée, et donc j'ai l'impression que c'est une bonne métaphore pour dire quelle peut être, disons, l'idée d'une technologie qui serait au service de l'humain. C'est une technologie qui deviendrait transparente pour permettre aux sportifs de continuer à jouer son jeu, ce qui a du sens pour lui, par exemple, continuer à faire sa régate, continuer à être dans la course qu'il a à faire, et non pas à s'occuper de la technologie, c'est-à-dire à l'incorporer comme un moyen de jouer encore mieux, comme le disait encore Jean-Paul Roux tout à l'heure, libérer ce potentiel, et non pas comme une fin en soi. Ça a été dit plusieurs fois. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que parfois la technologie, on nous dit, ben oui,
il ne faut pas faire confiance qu'aux techniques et aux technologies au sens des nouvelles technologies. Et il faut aussi il ne faut pas oublier que l'entraîneur, il faut qu'il crée, il faut qu'il... Et puis par moment, on nous dit c'est grâce à la technologie que ça libère son potentiel créatif. C'est assez intéressant. Et les deux exemples que donnait Christian Gou ce matin en disant un coureur du Figaro, il se met sur les rochers parce qu'il joue sa course virtuellement, eh bien, il ne s'est pas incorporé, il n'a pas incorporé la technologie pour faire sa course puisqu'il est dans une autre course. À l'inverse, tout à l'heure, Jean-Paul Roux disait, Michel Desjoyaux, on ne l'appelait jamais, le staff technique ne l'appelait jamais, il n'y a que lui qui appelait la Terre, et il n'y a que lorsque c'est lui qui appelait la Terre qu'on rentrait en communication avec lui. Et je crois que voilà, c'est ça, mettre l'homme au centre de cette question de l'appropriation des techniques. Deuxième thème de notre conclusion, pour reprendre la thématique générale des colloques, à savoir les liens entre sport et recherche. Que l'on essaie dans le cadre du réseau, faire en sorte qu'elle soit aussi étroite et imbriquée que possible. C'est le but du réseau, avec des choses à perdre et des choses à gagner là-dessus. Quel est, selon vous, l'enseignement essentiel de ces 2 jours ? Donc l'enjeu sur le rapport entre sport et recherche, ce qui est à perdre ou à gagner, à maîtriser ou ne pas maîtriser cette relation. Pour moi, là, c'est pareil, je suis un peu embêté pour répondre à cette question, puisque je pense que c'est une question de praticien. C'est-à-dire que le rôle d'un chercheur, c'est de mettre, surtout dans un système comme le système français, du moins, en l'occurrence, où la recherche est un service public, le rôle d'un chercheur, il est payé pour ça, c'est de mettre à la disposition d'un public élargi les connaissances pour la production desquelles il est rémunéré. Bon, donc la question de la mise à disposition de ces connaissances suppose aussi que l'on se donne les moyens d'organiser une appropriation, je reviens sur ce mot d'appropriation satisfaisante par les entraîneurs et tous ceux qui sont investis d'une manière ou d'une autre dans la production de sportifs ou de la production de performance, qu'on se donne aussi les moyens de renforcer les mécanismes d'appropriation et d'accès à ces connaissances. Et je pense que ce colloque souligne à nouveau cette demande sociale qui pèse et qui s'affirme. Je pense qu'on a gagné aussi en densité au niveau de la présence un peu du mouvement sportif. Alors je ne sais pas si c'est des effets de spécialité. Je pense que les 2 sports qui ont été placés comme au cœur de ces 2 journées, la voile et le cyclisme, m'ont ouvert les yeux sur cette réelle volonté d'appropriation. Et la question que je me pose, c'est où sont les lieux qui, en dehors de ce colloque organisé tous les 2 ans, vont permettre de faciliter ces liens. Alors, bon, on a des institutions qui sont en voie de renouvellement. Les UFR-STAPS sont des lieux de production, du UFR-STAPS, c'est toutes les universités en l'occurrence. Il n'y a pas que dans les STAPS on fait de la recherche susceptible d'être appropriée par le monde sportif. Mais le monde de la recherche et de l'enseignement supérieur est un univers dans lequel on produit de la connaissance et où on la transmet à ceux qui s'inscrivent dans les universités. Mais on n'est pas spécialement un lieu. Si les personnels de l'univers sportif ne s'inscrivent pas, qui en licence, ils n'ont pas accès aux connaissances produites, sauf s'ils se font eux-mêmes des quasi-savants capables de lire les productions scientifiques. Donc il manque à mon goût, à l'échelle régionale, puisque c'est notre espace de réflexion, il manque à mon goût ces espaces de relations entre les 2 univers. L'université, et en plus par les temps qui courent, n'a sans doute pas les moyens de les mettre en œuvre. Bon, des reconfigurations en cours dans d'autres sous-univers de l'espace public, je pense en particulier au CREPS, pourraient peut-être servir de lieu où ces rencontres pourraient... Bon, ça reste à débattre, mais je pense que les leçons à tirer de ce point de vue-là, elles sont sans doute du côté de l'invention des pistes qui pourraient mettre en relation un peu plus permanente les uns et les autres. Jacques Thiollat. Oui, on en est au 4e colloque et sur cette question, on avait eu l'occasion lors d'éditions précédentes d'évoquer l'idée qui a été d'ailleurs un petit peu évoquée, mais je pense qu'on l'a dépassée, qu'il y a d'autres interrogations, qui était l'idée du médiateur, celui qui est en mesure qui parle l'idiome du chercheur et à la fois de l'entraîneur et d'établir le lien, de faire la médiation. On a eu ce matin quelque chose d'assez
sur le cyclisme, qui croyait d'ailleurs être un petit peu à la ramasse en intervenant après la voile. On a vu moi je trouve quelque chose d'assez exemplaire où on avait donc ce binôme entre le chercheur et puis l'entraîneur. Mais en amont, avec Hugues, j'ai oublié son prénom, qui disait, alors il disait pas je suis dans une démarche de recherche fondamentale, mais enfin bon, ce que effectivement je produis comme connaissance est susceptible d'être mis au service du chercheur qui est en recherche finalisée et de l'entraîneur national. Et puis alors, je dirais à l'autre bout, mais c'est spatial. Il y avait Jocelyn qui lui, effectivement, prenait ce dont il avait besoin. Et on avait comme ça là, l'expression d'une chaîne, d'une continuité dont chacun des acteurs, sauf peut-être le fameux binôme, où on voit qu'il y avait vraiment une empathie, mais voilà, quelque chose qui se construisait. Donc, là encore, je reviens à la conférence inaugurale. Il y a effectivement cette idée de transversalité, de pluridisciplinarité, et puis de retour d'expérience. Et là, en début d'après-midi, lorsqu'effectivement les gens de la voile, de l'équitation et du cyclisme dialoguent, on s'aperçoit qu'effectivement il y a des invariants, il y a des fondamentaux, et qu'on peut s'enrichir mutuellement. Et puis, toujours sur cette interrogation par rapport à sport et recherche, ayant fait l'objet d'une charge du directeur régional qui est parti. Bon, je me dois effectivement, et je vais m'expliquer, je me dois de réagir, c'est qu'il m'a fait effectivement remarquer, et à la réflexion, je prends conscience qu'il a raison, que notre affaire, là, les femmes, elles sont plutôt à l'organisation logistique, et que ça reste une affaire effectivement d'hommes, hormis, nous ne nous connaissons pas, mais Alexandra Lemaire, hier, qui... Voilà. Et alors, juste, voilà, c'est vrai que ça a été dit hier lors de l'Assemblée Générale du réseau, où il y avait une place à pourvoir, et on s'est interrogé en disant, il n'y a pas de femmes, voilà, y a pas, on n'a pas la diversité. Et c'est les progrès de la recherche, c'est le sociologue qui nous le dit, je veux dire, oui, mais les progrès de la recherche s'inscrivent dans un contexte qui est politique, qui est bon. Et donc, lorsqu'il n'y a que les hommes qui discutent de la recherche, ça dit des choses. Et on échange entre nous de façon entendue. Et il me semble qu'effectivement, la présence de femmes serait susceptible de... Alors, il faut que je fasse attention, ne pas dire ce que les femmes peuvent apporter, parce que c'est déjà suspect, voilà. Mais c'est de dire qu'il y a... on serait susceptible d'être placé à un autre point de vue, de recevoir effectivement une lecture du paysage vue d'un autre point de vue. Et que dans le travail engagé qu'on va poursuivre, je crois qu'on aurait une richesse et un enrichissement à travailler cette question de la diversité. Très bien. Michel Thomas sera content d'entendre, et le témoignage lui sera transmis, n'est-ce pas ? Alors, Jacques Sory. Moi, c'est moins les relations entre sport et recherche en général qu'entre chercheurs et sportifs, enfin, pour aller vite. Il y a des chercheurs qui sont aussi sportifs, mais c'est pour aller vite. Et je vais commencer par une petite anecdote. En rentrant à mon hôtel hier soir, il y avait sur le parking, et il faisait nuit, il y avait quelqu'un qui était sous un lampadaire, et je ne sais pas trop ce qu'il faisait. Et puis je me suis approché, il était penché, etc. Je suis à côté de lui, et puis je lui ai dit, mais vous avez besoin d'aide, vous cherchez quelque chose? Et alors il m'a dit, oui, j'ai perdu ma clé. Alors j'ai commencé à le chercher avec lui, parce que j'étais un petit peu embêté.
Et puis on trouvait rien. Et alors au bout d'un moment, je lui ai dit mais vous êtes sûr que vous l'avez perdu là? Il me dit non, mais il n'y a que là qu'on y voit quelque chose. Alors si vous voulez, ça me fait penser à la partie le visible et l'invisible de Claude Fauquet hier. Les chercheurs finalement ne cherchent que dans des zones qu'ils éclairent et en laissant dans l'ombre évidemment toutes sortes d'autres phénomènes. Et une autre façon de le dire, c'est que les chercheurs savent presque tout sur presque rien, enfin dans chaque discipline, alors que les entraîneurs à l'inverse, eux, s'intéressent à un tout complexe dont ils ne comprennent pas évidemment tout, mais comme personne d'ailleurs, enfin comme et en même temps, ils doivent agir avec ça, c'est-à-dire avec cette complexité-là, ce que nous a bien rappelé Claude Fauquet, avec cette image de son iceberg, du visible et de l'invisible. Et c'est vrai que ça pose en tout cas la question des relations entre chercheurs et sportifs, en tout cas qui s'intéressent à l'action, qu'est-ce qu'il faut pour améliorer les performances, etc., déjà sur un terrain particulier. Et je trouve que... moi, j'ai particulièrement apprécié ces 2 jours parce que je pense que, comme Gilda l'a dit, il y a eu des choses que j'ai senties vraiment progresser sur ce plan-là, en tout cas dans la compréhension de ces phénomènes-là. Et je me dis que finalement, il y a des choses qu'on sait que ce sont des impasses, dont on sait que ce sont des impasses. C'est une vision des relations client-prestataire. Voilà, j'ai un besoin, j'ai une question, boum, je vais voir le physiologiste, le biomécanicien, etc. et j'ai une réponse, et ça fonctionne comme ça. Non, parce que ça ne fonctionne pas comme ça. On sait à peu près depuis 20 ans, au moins depuis que je m'y intéresse à ça, que ça ne marche pas comme ça. Ensuite, il y a une autre façon de voir les choses, c'est une façon où le scientifique prescrirait, voilà, on a démontré ça, et c'est ça que vous devez faire parce que ça, c'est efficace. Donc une sorte de modèle de la rationalité technique. Bon, et ça, on sait que ça ne marche pas non plus. Alors, on voit qu'il y a des choses quand même qui marchent. C'est lorsqu'il y a une sorte de force d'appel, enfin ce que j'appellerais une force d'appel des sportifs vers les chercheurs parce qu'eux sont intéressés par un truc et puis ils voient, c'est l'exemple de Vétu et d'Aurel. C'est-à-dire qu'il y a une question quand même, je suis tiraillé par certaines choses et puis je tombe sur ce travail-là, ça m'intéresse et là l'aventure commence. C'est une aventure qui d'ailleurs peut transformer les questions en cours de route et faire émerger des problèmes nouveaux que l'un et l'autre n'avaient pas perçus. Alors ça c'est assez intéressant et quand ça ne se passe pas comme ça, c'est-à-dire quand il n'y a pas cette force d'appel, comment ça s'initie? Et je crois que ce qu'on fait ici, ça va dans ce sens-là, c'est-à-dire que ça crée, quelqu'un a dit pendant ces 2 jours, un bouillon de culture, créer un bouillon de culture pour que émergent des idées, des initiatives, des compréhensions nouvelles, des décalages de points de vue. Et je trouve que ça, c'est parti. Bon, et on a beaucoup mis encore ce matin en évidence l'importance de créer une intelligence collective, enfin de mettre en synergie des compétences. Et je trouve que là, on ne sait pas ce que ça adviendra, mais en tout cas, c'est important à tenter, parce que entre la connaissance et l'action, il y a un monde. Et alors tout à l'heure, quand même, Gilda Laurent a cité Marcel Mauss. Moi, je vais citer Paul Valéry, qui disait combien de choses il faut ignorer pour pouvoir agir. C'est-à-dire que voilà, il y a ce gap entre l'action qui est de toute façon irréductible à la totalité des connaissances qu'on pourrait avoir sur les phénomènes liés à l'efficacité de cette action. Voilà. Alors, excellente transition, parce que c'est la 3e point qu'on souhaitait aborder en cette conférence conclusive, c'est quelle clé pour l'action? Vous avez dressé parfaitement le constat de l'état d'avancement de la réflexion sur la thématique que l'on proposait. Maintenant, quelles sont les clés pour l'action? Que faut-il faire maintenant? De façon très courte, parce qu'on a peu de temps. Moi, je ne vais pas répondre là-dessus. Je suis très méchant et les clés sur l'action, il ne m'appartient pas de définir quelles sont les clés pour l'action. Je n'ai pas de leçon à donner en la matière. Mais je vais quand même poser une orientation des débats et qui ne sont pas sur l'action, puisque les questions étaient posées enfin sur la question de l'éthique. Bon, c'est un mot que je n'apprécie pas trop à certains égards, mais je pense que la question de la technologie, je pense s'il faut agir, c'est aussi
sur ces questions-là, sur la question de ce que c'est que le sport et ce que c'est que l'affirmation progressive de la performance comme valeur en soi, dépouillée de toute autre justification qu'elle-même. Parce qu'on peut poser que la technique et la convocation de la technique accélère ce mouvement de polarisation du résultat sur lui-même, hein, la compétition comme fin en soi. Et je vais prendre un exemple très bête et très simple qui n'a pas grand-chose à voir avec ce qui a été évoqué ici. C'est l'invention de prothèses mécaniques qui sont appropriées par les sportifs handicapés sur la course en athlétisme. Donc on peut imaginer que tout ça va poser des questions. À quelles conditions, dès lors que les handicapés vont pouvoir courir aussi vite que les valides, qu'est-ce qui ferait que ceux-ci seraient interdits de courir contre des valides? Dans la mesure où l'intégration, on a une politique en la matière dans un pays comme le nôtre, où l'intégration des handicapés, c'est aussi faire participer ensemble des valides et des... La technique vient poser des questions au mode d'organisation du sport, à ses règles et à ses dirigeants, bien évidemment. Mais à l'autre bout, cette invention-là, si la performance est posée comme finalité en soi, et que seule la victoire est jolie, pour reprendre le titre d'un ouvrage célèbre du navigateur Michel Malinowski, à une époque où les routeurs n'existaient pas, on peut se dire qu'un athlète valide qui est dépassé, un peu dominé, dans les courses en tant que valide, va pouvoir revendiquer à un moment ou à un autre le droit de se faire amputer pour pouvoir se faire greffer ses prothèses. Ne rigolons pas, l'exemple existe au moins en Australie sur un cas de rugbyman qui s'est fait amputer 2 doigts, qui se déboîtait et qui le gênait pour atteindre ce haut niveau. C'est-à-dire qu'on arrive aujourd'hui, au nom de la victoire, de la performance comme valeur en soi, à constater que l'on a affaire à des mutilations volontaires qui sont justifiées par le souci d'exceller sportivement. Et je pense que pour l'action, je pense qu'on ne pourra pas exclure la convocation de ce genre de débat dès lors qu'on veut agir en matière de rationalisation technique, technologique des pratiques sportives. Voilà ce que je... Jacques, tu es là? Oui, à la fois sur ce que vient d'évoquer Gilda, et puis sur les derniers propos de Patrice Cossard qui, à propos de la technologie, ni l'un ni l'autre n'employait le terme d'hubris, mais enfin, bon, voilà, des excès. Et il disait, il y a peut-être 2 degrés. Et compte tenu des grandes questions aujourd'hui dans notre société et de la façon dont le sport y répond, l'ensemble du mouvement sportif a été assez prompt à élaborer un agenda 21. Je pense qu'aujourd'hui, il y a effectivement une prise de conscience sur la question de la pratique du sport et puis la question du développement durable dans ces 4 dimensions, environnementale, sociale, économique et de la gouvernance. Il y a même une actualité récente sur cette question. C'est effectivement de se dire en quoi, et il me semble que ça marche dans chacun des 3 champs disciplinaires. Quelles sont les questions qui se posent? C'est une pratique ou une performance durable du point de vue des sciences de la vie, du point de vue des sciences de l'ingénieur ou des sciences humaines et sociales, et la responsabilité sociale des fédérations, par exemple. Bon, voilà, des choses comme ça. Donc voilà, aujourd'hui c'est un peu ça. Surtout partant ou achevant plutôt ces 2 jours sur la technologie et les excès. Jacques, sorry. Ce sera la conclusion. Oui, donc c'est pas facile. Alors je vais commencer par vous raconter une petite anecdote. Alors hier soir, je rentrais à mon hôtel. Non, je vais pas recommencer. Je savais pas trop quoi dire pour commencer. C'est pour ça que je. Mais non, je trouve que c'est une question extrêmement difficile parce que tout à l'heure, je disais, qu'est-ce qu'il faut faire et Jean-Michel Cobus, qui était là hier, pendant quelques années, il nous a répété ça, que ça faisait 15 ans, 20 ans qu'on cherchait à mettre sur un terrain commun praticiens et chercheurs pour inventer des modalités de collaboration, enfin de créer des conditions, en tout cas, d'une relation féconde pour les 2 parties, entre guillemets, enfin... Et surtout pour le sport et la connaissance du sport.
Et je me questionne sur finalement qu'est-ce qui empêche que ça se fasse. Alors, il ne faut pas non plus avoir un discours trop pessimiste, parce que finalement, ces 2 jours, ça montre que ça peut être intéressant. Moi, je me suis régalé, j'ai pris 10 pages de notes, j'ai appris beaucoup de choses, ça a soulevé plein de questions. Je trouve que c'est utile, intéressant, et qu'il y a des choses qui se font. Justement, on ne va pas se flageller, dire qu'il n'y a rien qui marche. Je trouve que ces 2 jours sont justement la preuve que il peut y avoir en germe des choses qui se font. Mais je reviens sur finalement la phrase de Claude Fauquet à propos d'autre chose. Il disait: est-ce que la technique est le solfège du sport, pour poser la question du désir de performance et d'aller au... Qu'est-ce qui crée finalement les très hautes performances? Et tout à l'heure, je réfléchissais à ça et je me disais, mais qu'est-ce qui peut créer les conditions d'un désir de collaborer, enfin d'un désir de connaissance, d'une curiosité vers l'investigation de dimensions de la performance qui nous intéresse parce qu'on veut faire progresser et chez les chercheurs aussi d'un désir d'une certaine manière d'aller se colter des questions très difficiles qui sont des questions complexes, qui dépassent leur domaine scientifique, qui imposent des traitements pluridisciplinaires, etc. Et ça, c'est pas évident. Et je ne suis pas sûr que ce soit uniquement en posant la question d'une stratégie de, entre guillemets, transfert de connaissances, formation, etc. C'est-à-dire que des choses qui restent dans la sphère de la rationalisation, de la transmission de connaissances, d'expertise, etc. J'ai l'impression que ce qui est le plus important, c'est qu'on arrive à trouver des moments, comme à certains instants ça s'est fait ici, je trouve, de parler de ce qui fait vraiment le sens de nos activités. Ce matin, Benoît Vétu parlait de la passion qu'il avait et du souci qu'il avait de comprendre le coureur à chaque fois qu'il le croisait, pour comprendre son état de forme, et de sa passion pour toujours le faire progresser. Bon. Donc en fait, si on part de ce qui nous organise et ce qui organise aussi le chercheur, passionné aussi par des questions de connaissances, y compris de connaissances fondamentales, pour pouvoir finalement avoir un point de départ qui soit un point de départ basé sur ce qui nous tient fondamentalement dans nos pratiques. Alors là, ça serait un peu différent, ça prend plus de temps, mais je crois que c'est quelque chose qui ne s'impose pas non plus, comme ça a été dit aussi, c'est quelque chose il faut que ça parte des personnes et des initiatives. On voit que ça fonctionne très bien dans certains cas, dans d'autres cas ça ne fonctionne pas. En tout cas, j'ai pas l'impression que ça s'institue facilement, quoi. Voilà. Donc c'était mon point de vue sur le sujet. Très bien, merci à tous les trois qui n'êtes pas moins passionnés que nos intervenants de ces 2 journées.